Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Donc, je vais vous parler un petit peu d'un ordinateur en Lego. J'aime bien faire des activités de médiation comme aujourd'hui. Et donc se pose la question naturelle d'essayer de vulgariser des objets compliqués parfois. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire avec une machine de Turing. Mon idée, c'est est-ce qu'on peut construire une machine de Turing en Lego? Le point de départ pour vous faire d'où vient cette idée, je vais vous raconter d'abord une autre machine qui m'interpelle beaucoup. Donc en fait en 1900, des pêcheurs près de l'île grecque d'Anticythère ont plongé, il y avait une tempête, donc ils ont dû faire une accalmie, c'était en route vers l'Afrique. Et puis l'un des plongeurs est remonté et puis a dit à ses amis qu'il avait découvert au fond de l'eau plein de cornues, des chevaux, enfin tout un trésor. Et donc on est revenu après et effectivement on a découvert un trésor qu'on a baptisé le trésor d'Anticythère avec tout un tas de choses. Et parmi toutes ces choses, il y avait un mécanisme, ce qui ressemblait à un mécanisme. Depuis on appelle ça le mécanisme ou la machine d'Anticythère. Donc c'est un objet en bronze, ça fait une trentaine de centimètres, c'est un carré là de trentaine de centimètres. Et puis on s'est beaucoup intéressé à ça, qu'est-ce que c'était que cette machine, qu'est-ce qu'elle calculait. Et puis les progrès faisant, aujourd'hui on est capable d'en dire beaucoup plus. Et en fait, voici une reproduction du mécanisme complet. Donc il s'agit d'un mécanisme en bronze, c'est une roue, donc il y a une trentaine de roues dentées en bronze. Et en fait c'est un objet qui faisait des calculs astronomiques et qui calculait justement des positions, en particulier position des éclipses, position de la Terre, la Lune, le Soleil, ainsi que d'autres planètes. Donc cet objet-là est assez fascinant et donc on pense que c'est le premier calculateur, en tout cas c'est le plus ancien qu'on connaisse. On ne sait pas très bien qui pourrait l'avoir construit, mais enfin on a des pistes autour d'Archimède ou un de ses élèves ou peut-être Hipparque. Donc on sait un certain nombre de choses et on sait exactement plus ou moins ce qu'il calcule. Alors ce qui m'intéresse moi c'est qu'effectivement du coup on apprend avec ce genre de mécanisme qu'on peut faire des calculs avec des engrenages. Donc voici une roue dentée, elle contient 12 dents et puis on va imaginer qu'elle tourne à une certaine vitesse, donc disons dans le sens horaire. Et puis vous prenez une deuxième roue dentée, par exemple avec 6 dents. Et la question c'est qu'est-ce qui arrive à cette deuxième roue dentée? Elle va se mettre en mouvement et la question c'est à quelle vitesse? Bon, la première remarque c'est qu'on constate que cette roue, deuxième roue dentée va tourner évidemment dans le sens contraire de la première. Et puis elle va tourner en fait 2 fois plus vite. C'est-à-dire que quand la grande roue, la roue de gauche va faire un tour, la roue de droite, elle va faire 2 tours. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on obtient une multiplication par moins 2. D'accord ? Le 2, c'est parce que la petite roue tourne 2 fois plus vite. Et le moins vient du fait qu'on a changé le sens d'orientation. La roue de gauche tourne dans le sens horaire et la roue de droite dans le sens anti-horaire. Donc, on a fait une opération arithmétique, la multiplication par moins 2. Mais on peut faire des divisions. Il suffit simplement d'inverser la manœuvre. Donc là, je prends à nouveau une petite roue, par exemple 6 dents, toujours la même, que je fais tourner dans le sens horaire. Et puis, je lui accroche la grande roue, et cette fois, j'observe la grande roue. Eh bien, il va se passer la chose à l'envers, c'est-à-dire que pendant que la petite roue va faire un tour, la grande roue, elle, n'aura fait qu'un demi-tour. Et à nouveau, le sens de la grande roue va dans l'autre sens et donc on obtient au total une multiplication par moins 1,5. Donc on voit qu'avec des roues dentées, on peut s'amuser à faire des opérations arithmétiques. Par exemple, ici, quelle est l'opération arithmétique? On a 3 roues qui ont le même nombre de dents. Donc si la première roue tourne à une certaine vitesse, la roue du milieu va tourner à la même vitesse, et la troisième roue va également tourner à la même vitesse que la roue du milieu, donc que la première. Mais entre les 2 premières roues, n'est-ce pas, c'est une multiplication donc par moins 1, puisque la première roue et la deuxième roue
tournent dans des sens opposés. Mais pour la même raison, la deuxième roue et la troisième roue tournent dans des sens opposés. Donc vous voyez que moins 1 par moins 1, ça fait plus 1. Et donc au final, la première roue et la troisième roue tournent exactement à la même vitesse et dans le même sens. Donc grâce à un mécanisme comme ça, eh bien, ça vous permet, si vous voulez, de changer l'endroit où vous avez votre axe de rotation. D'accord ? Là, sur l'écran, on a réussi à le décaler, disons, de 1 mètre. Donc, vous voyez qu'on peut faire tout un tas d'opérations. Donc, moins 1 par moins 1 égale plus 1. Donc, exercice pour vous. Par exemple, ici, on peut se demander quelle est l'opération arithmétique. Donc, disons que c'est la première roue tout à gauche qui entraîne tout l'engrenage. Et on se demande quelle est la vitesse, quelle est l'opération arithmétique pour la dernière roue tout à droite. Donc je vous laisse réfléchir, mais en fait j'ai fait les choses relativement simples. Vous n'avez même pas besoin de compter le nombre de roues dentées, puisqu'en fait les trois roues grises, disons, ont le même nombre de dents. Et donc on voit que la première roue et la troisième roue tournent à la même vitesse, d'accord, puisque la petite roue du milieu, simplement vous avez une opération arithmétique entre la première et la deuxième, mais cette opération elle est annulée entre la deuxième et la troisième, d'accord ? Vous aviez une certaine multiplication, vous avez la division correspondante. Et de même, entre la troisième et la cinquième roue, via la quatrième, vous avez une certaine multiplication et la division correspondante. Donc finalement, ce système un peu compliqué ne fait rien d'autre qu'une multiplication par plus 1 également. Mais c'est le principe qu'il faut retenir, et on peut s'amuser maintenant à essayer de faire ça, à le faire en vrai avec des Lego. Et Lego nous met à disposition tout un tas de pièces de Lego, et en particulier des roues dentées. Et donc vous trouverez des milliards de gens qui s'amusent avec des Lego. Et dans ce petit film dont je vous fais voir un extrait très très court, je vous invite à le regarder sur le film en entier. Vous voyez une petite roue qui entraîne une roue un peu plus grande, on peut passer de 8 dents à 24 dents, et puis de cette 24 dents, on accroche une autre petite roue, et on rajoute une autre roue de 40 dents, et la multiplication se prolonge. Là, je vous coupe le film, mais la multiplication est faite qu'elle calcule un gogol. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un gogol, mais à la fin, c'est 10 puissance 100. D'accord ? Donc, il enchaîne un certain nombre de roues, et vous avez la première roue qui tourne à une certaine vitesse, qu'on voit, celle-là, et la dernière roue, eh bien, qui fera un tour complet dans 10 puissance 100. Bon, disons 10 puissance 100 secondes, mais ça fait assez long. Donc, on peut faire des calculs avec des grands nombres. Alors, il y a quelqu'un qui a carrément reproduit la machine denticitaire, donc je vous invite véritablement à regarder ce petit film et la construction. Donc, ce gars, c'est Andy Carroll dans les années 2010. Donc voici la machine qu'il a construite entièrement en Lego. Et, grâce à tout ce qu'on sait aujourd'hui de cette machine, il a reconstitué. Vous voyez, là on divise la machine en plusieurs parties, et chaque partie fait une étape du calcul. Donc il s'agit en particulier de faire des certains nombres de multiplications arithmétiques. Donc c'est là 5/19 qui joue un rôle important, parce que 5 et 19 sont des nombre important dans les calculs que fait la vraie machine denticitaire. D'accord ? Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu, et cette machine est vraiment convaincante, qui est donc simplement une réplique en Lego de la machine denticitaire, qu'on peut faire de vrais calculs avec des roues dentées et des mécanismes de ce genre. Alors, moi je m'intéresse à la même question, mais sur une autre machine. C'est ce dont je veux parler maintenant. Mais je voudrais dire encore un mot sur, j'ai beaucoup employé le mot calcul, calculer la position des planètes dans le ciel, ce que fait cette machine denticitaire, ou plus précisément les prochaines éclipses, le prochain alignement de Terre, Lune, Soleil. Mais donc je voudrais insister sur la différence ou ces deux mots, calcul et démonstration. Donc si je vous donne un triangle
et que je vous demande de calculer, de me donner l'aire du triangle. Et en fait, c'est très facile à faire et on sait faire ça depuis la nuit des temps, si je puis dire. Pourquoi? Parce que simplement, vous allez mesurer l'un des côtés du triangle, vous allez mesurer la hauteur correspondante, et puis l'aire, vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est simplement le produit de ces deux longueurs divisé par 2. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de réfléchir, il suffit d'appliquer cette recette. Maintenant, si vous vous intéressez à d'autres courbes, ce qu'ont fait les anciens depuis très longtemps, prenons des courbes extrêmement célèbres, par exemple la parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Là, je vous ai dessiné un cône, d'accord? Et puis vous coupez votre cône par un plan, et donc vous faites apparaître ici une courbe dans ce plan qui est une parabole. Maintenant, la question, c'est quelle est l'aire qui est sous cette parabole? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il a fallu tout le génie d'Archimède pour réussir à faire ce calcul, à trouver plutôt la valeur et à vraiment démontrer avec des arguments compliqués que c'était le résultat qu'il annonçait, en l'occurrence dans les bonnes unités, disons que c'est 4 tiers. Donc là, c'était pas donné à la portée de tout le monde du temps d'Archimède. Autre exemple extrêmement célèbre, beaucoup plus récent, la cycloïde. Vous prenez un cercle, d'accord, qui, par exemple, c'est une roue de vélo, et puis vous prenez un point sur cette roue de vélo qui va indiquer, par exemple, l'endroit de la valve, et vous faites avancer votre roue de vélo, et la valve va décrire une certaine courbe dans l'espace, et c'est la courbe que j'ai dessinée, et qu'on appelle une cycloïde. Question: quelle est l'aire sous la cycloïde? D'accord? Quelle est l'aire qui est comprise entre l'axe des abscisses et une arche de cycloïde? Voilà, c'est le même genre de question qu'on pouvait se poser pour la parabole. Bon, ça, Archimède, il ne savait pas faire, si tant est qu'il s'intéressait à la cycloïde. Mais en tout cas, des courbes comme ça, il y en a plein. Et la question, c'est comment on fait. Et pour répondre à cette courbe qui a vraiment occupé les mathématiciens au XVIe, XVIIe siècle, pour plein d'autres raisons, il a fallu les travaux de tout un tas de gens, et vraiment des plus fameux, Fermat, Torricelli, tout un tas de gens extrêmement célèbres. Et puis Roberval a réussi à calculer ça, même les frères Bernoulli se sont intéressés à tout ça, enfin plein de gens. Et donc l'aire qui est ici, disons que Roberval réussit à calculer cette aire, mais à donner une vraie démonstration de quelle est cette aire. Et encore dans les bonnes unités, disons quand le rayon vaut 1, il trouve que cette aire vaut 3π. Mais est-ce qu'on peut en rester là? Encore une fois, à cette époque-là et à la Renaissance, il fallait faire des vraies démonstrations. Aujourd'hui, calculer ces aires, c'est vraiment un calcul et c'est un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'à la fin du XVIIe siècle, Leibniz et Newton vont inventer un nouveau calcul. On n'est plus sur des nombres, mais cette fois un calcul dit différentiel. Et on va apprendre à faire des calculs sur ces courbes. Et calculer l'aire sous la parabole, aujourd'hui, c'est un exercice qu'on apprend au lycée. Et calculer l'aire de la cycloïde, c'est également, disons, juste après le lycée, parce que les formules sont juste un peu plus compliquées, mais c'est des choses qui sont tout à fait élémentaires, et c'est juste aujourd'hui un calcul. Et donc on est revenu un peu comme l'histoire de l'aire du triangle. Vous avez simplement une recette à appliquer, d'accord, et vous trouvez la valeur. Donc on est passé de choses compliquées où il fallait des démonstrations, il fallait véritablement convaincre, à simplement aujourd'hui il suffit de faire un calcul et vous n'avez plus véritablement besoin de réfléchir. Donc du coup la question véritablement se pose, est-ce que tout n'est pas calcul? D'accord? Et finalement, pour répondre à ce genre de questions, il faut se demander, mais qu'est-ce qu'un calcul? Et donc ça, c'est des questions qui vont commencer à vraiment intéresser les gens, disons, au XXe siècle. Qu'est-ce qu'un calcul? Qu'est-ce qu'une démonstration? Et en particulier, l'un des héros de ce genre de réflexion, c'est Turing, qui vraiment s'est intéressé à cette question. Et donc c'est directement lié. Qu'est-ce qu'un calcul? Qu'est-ce qu'un algorithme?
Donc on a, de la même manière qu'on a tous une intuition de ce que c'est qu'un calcul. Je vous rappelle que étymologiquement, calcul, ça vient du mot calculus, qui lui-même désigne caillou. Donc c'est vraiment cette idée de compter avec des petits cailloux. Bon, algorithme, on a aussi une notion intuitive, c'est quand on exécute, on fait quelque chose d'une manière un peu systématique et qu'on n'a pas nécessairement besoin de vraiment réfléchir. Par exemple, quand vous traversez la route, d'accord, vous avez un algorithme qui consiste essentiellement à regarder, disons, à gauche. S'il n'y a pas de voiture, vous regardez à droite. S'il n'y a pas de voiture, vous regardez à gauche. Et ensuite, vous traversez. Et puis, s'il y a des voitures, vous attendez quelques secondes et vous recommencez. Donc, il y a tout un tas d'algorithmes qu'on exécute en permanence. Si vous faites une recette de cuisine, si vous cherchez un mot dans le dictionnaire, etc., etc. Et pour chacune de ces tâches, une fois qu'on connaît l'algorithme, hein, évidemment, c'est toujours difficile de le trouver, mais une fois qu'il est connu et que vous le connaissez, vous l'exécutez sans même vous rendre compte et votre cerveau se repose pendant ce temps. Alors, il y a des algorithmes comme traverser la route, et puis on apprend dès l'école primaire des algorithmes plus mathématiques en particulier. On apprend par exemple à faire des additions ou à faire des multiplications. Donc voici l'algorithme de la multiplication. Donc je multiplie le premier nombre, 42, par le deuxième, 7. Et comment on fait ça? Eh bien, le premier nombre à droite multiplie le nombre tout en haut, plus le nombre suivant qui est à nouveau un 1 fois le nombre tout en haut, plus à nouveau un 1 fois le premier nombre. On met ces trois nombres-là l'un sous l'autre en décalant à chaque fois et on fait l'addition et on trouve le résultat en bas. D'accord ? Donc ça c'est un algorithme plus mathématique et puis on en apprend plein d'autres à l'école primaire et puis ensuite plus tard encore quand on arrive au lycée on apprend d'autres algorithmes avec par exemple le calcul différentiel et on apprend à calculer tout un tas d'aires facilement. Alors Turing a répondu à sa manière à la question qu'est-ce qu'un calcul et qu'est-ce qu'un algorithme en définissant un objet mathématique extrêmement simple. Et, donc c'est sa définition, c'est sa proposition de ce que c'est un calcul. Et donc c'est la notion qu'on appelle aujourd'hui de machine de Turing. Alors comment ça marche? Eh bien l'idée c'est simplement qu'on a une feuille de papier, donc qu'on appelle traditionnellement un ruban et qui est infini. D'accord, et qui est séparé avec des cases, donc il est infini à gauche et à droite. Et puis à un endroit sur une case, vous avez le droit de lire ce qui est marqué dans la case. Vous avez le droit d'écrire ce qui est marqué dans la case, d'écrire dans cette case. Et puis ensuite vous décalez votre ruban vers la gauche ou vers la droite. Et alors comment vous faites ça? Eh bien votre ruban et votre feuille de papier, votre crayon et votre gomme viennent avec un tableau qu'on appelle une table de transition et qui vous dit à chaque étape ce qu'il faut faire. Et donc la table de transition, elle prend l'allure suivante, elle vous dit, par exemple, si dans la case courante vous lisez, disons par exemple le caractère 2, et bien dans ce cas, et que vous êtes dans un état, parce qu'il y a également une notion d'état qu'il faut penser comme un état d'esprit, c'est l'état d'esprit de celui qui lit dans la case et qui va écrire. Par exemple, il peut être dans un état joyeux ou un état triste, donc il y a un certain nombre d'états. Et bien selon l'état dans lequel il est, selon ce qu'il lit, eh bien il va décider d'écrire un nouveau caractère et puis de décaler le ruban vers la gauche ou vers la droite. Donc voilà ce que c'est qu'un calcul. Donc un calcul, c'est simplement quelque chose qu'une machine de Turing peut faire. Donc vous écrirez vos données du problème sur le ruban. Vous écrirez, votre algorithme sera écrit dans la table de transition et vous laissez faire le calcul et vous lirez le résultat à la fin. D'accord ? Si votre problème, vous pouvez l'encoder sous cette forme, eh bien c'est que c'est un algorithme et que vous faites un calcul. Donc voilà une machine de Turing fabriquée par Marc Reynaud, qui est entièrement électromécanique. Donc le challenge qu'il a réussi à faire, c'est à la fabriquer avec uniquement des pièces et des objets physiques qui étaient disponibles du temps de Turing. D'accord ? Donc elle est là et elle fonctionne, je vais vous la faire voir. Donc voici un exemple, voici une table de transition. Donc ça, on va regarder une machine de Turing qui a 4 états, donc que j'ai noté 1, 2, 3, 4. Et puis sur la tête de lecture, sur le ruban, on peut écrire que 2 caractères et un blanc. Donc un blanc, c'est quand on n'écrit rien.
d'accord? Et puis vous avez accès à 2 caractères, donc on va les appeler, disons, 0 et 1. Et vous voyez comment se lit une telle table. Bien, par exemple, si vous êtes dans l'état 2, ben, vous regardez la ligne de l'état 2. Et puis si vous lisez un 0, ben, vous regardez au niveau du 0, et ça vous dit ce que vous devez faire, ça vous dit ce que vous devez écrire. Alors là, en l'occurrence, il n'y a rien, ça veut dire que vous laissez ce qui a écrit à cet endroit, donc en l'occurrence c'est un 0. Ça vous dit ce que vous devez faire juste après, donc déplacer le ruban une fois vers la droite. Et ça vous dit dans le nouvel état dans lequel vous devez être. Donc là, en l'occurrence, il n'y a rien. Ça veut dire que vous restez dans le même état qui était l'état 2. Donc on peut faire un exemple. Voici tout en bas à gauche le ruban. Donc les petits tirés symbolisent qu'il n'y a rien sur le ruban. Donc c'est l'état blanc, le petit blanc. Et puis sinon, on peut avoir soit un 1, soit un 0. Et puis le petit symbole en bas à gauche, c'est la tête de lecture. Donc vous voyez que la tête de lecture, au départ, elle est positionnée sur le premier symbole qui est un 1 tout en bas à gauche. Et puis ensuite, bah, il faut exécuter ce que vous dit la table des transitions. Donc on peut y aller, faire le premier coup. Ici, je suis dans l'état 1, je lis un 1. Donc je suis dans l'état 1, je lis un 1. Donc je n'écris rien et je me déplace d'une case vers la droite et je passe dans l'état 2. Donc ça veut dire qu'au coup suivant, mon pointeur il est ici. Donc là, je suis dans l'état 2, mais cette fois, je lis un 0. Donc si je suis dans l'état 2 et que je lis un 0, je n'écris rien, je me déplace d'une case vers la droite et je reste dans l'état 2. Donc ça veut dire que je suis passé là. Mais à nouveau, c'est un 0. Donc ça va faire la même chose, je vais me déplacer d'une case à droite. Et ensuite, je passe au 1, etc. D'accord? Je continue. Et à la fin, en fait, ça va faire ça. Ça va fabriquer, le nombre de départ est toujours le même ici, ça va laisser un blanc, et puis ça va écrire un 1 ici, puis la tête de lecture va se positionner sous ce 1, et puis on va tomber ici, en fait, et dans l'état arrêt, ou ici, ou ici, mais en tout cas la machine va s'arrêter, et c'est terminé. Donc le calcul est terminé, et en fait cette machine ici, qu'est-ce qu'elle calcule? Eh ben, en fait, elle prend un nombre en entrée, ce nombre-là, et elle compte le nombre de 1 qu'il y a. Si c'est un nombre, en fait, elle compte si c'est un nombre pair ou impair. Donc ici, effectivement, il y a un nombre impair de 1, donc elle a écrit un 1. S'il n'y avait eu qu'un nombre pair de 1, elle aurait écrit ici un 0. D'accord? Donc la voici en action, cette machine. Donc ici, vous avez le ruban. Là, c'est des blancs. Là, c'est un 1. Et là, c'est un 0. Donc on retrouve bien le nombre que j'avais mis, le 1, 0, 1, 1, 0. Donc la machine travaille. Ici, les états sont indiqués. Elle passe de l'état 1 à 2, à 3, à 4. D'accord? Elle travaille. Et puis, hop, là, elle écrit un 1. Et puis, elle s'est arrêtée. Voilà. Donc cette machine fonctionne et elle est visible et elle fonctionne vraiment. Il y a plein d'exemples sur Internet. Voici une machine de Turing, à mon avis, qui est sublime, qui est un objet d'art quasiment. Elle est entièrement en bois. D'accord? Donc là, je ne sais pas exactement le calcul qu'elle fait. Je n'ai pas regardé la table de transition en détail. Mais vous pouvez retrouver le petit film sur Internet très facilement. C'est absolument sublime, à mon avis. Très bien. Donc maintenant, mon problème, c'est est-ce que je peux en construire une avec des briques Lego? Et alors, je vous présente les briques Lego dont je dispose. Donc, j'ai des Lego standards. J'ai des roues dentées. D'accord? Donc, j'espère vous avoir convaincu que les roues dentées, ça peut être utile. Mais j'ai aussi à disposition des leviers comme ça. Oups, là. Donc ce truc-là, c'est un petit levier sur lequel je peux brancher, vous voyez, il y a 3 trous, je peux brancher des tuyaux. Et l'idée est la suivante, c'est que sur le trou du milieu, vous mettez de l'air, d'accord? Et selon que le levier il est actionné vers la gauche ou vers la droite, eh bien l'air que vous envoyez par le trou du milieu ressort sur la droite ou sur la gauche. D'accord? On voit bien sur ce petit schéma ce qui se passe quand le levier est orienté dans un sens. En fait, ça va venir connecter les 2 trous qui sont là. Et si le levier, je le penche de l'autre côté, ça va connecter ces 2 trous. D'accord? Donc ici, l'air rentre par le trou du milieu et ressort par le trou gauche. Donc ça, c'est la première brique Lego que j'ai à ma disposition. Et la deuxième que je vais utiliser beaucoup aussi, c'est un petit vérin.
Donc un petit vérin, simplement un piston. Donc vous voyez qu'il y a le tuyau, un tuyau ici et un tuyau là. Si l'air rentre par le tuyau d'en haut, d'accord, eh bien ce que ça va faire, c'est que ça va pousser le piston, d'accord, l'air va pousser ici, et l'air est expulsé par le trou du bas, et du coup le piston descend. Et réciproquement, si j'envoie l'air par le bas, ça va faire remonter, d'accord, l'air va remonter là, être expulsé par là-haut, et ça va faire remonter le piston. Donc voilà, j'ai des petits leviers et j'ai des pistons. Et donc le défi que je veux me lancer, c'est est-ce que je peux construire une machine de Turing qui soit entièrement à Lego et qui fonctionne uniquement à l'air pneumatique. Donc qu'il n'y a rien d'électrique dedans. Contrairement à la machine de Marc Reynaud, d'accord, qui certes n'utilise pas de transistors et de technologies récentes, donc elle est différente de mon téléphone ou de mon ordinateur, d'accord, où il y a beaucoup d'électronique. Mais il a encore de l'électricité pour faire et des électroaimants et tout un tas de trucs. Moi, je voudrais la faire entièrement à l'air pneumatique. Alors, c'est ce que réalise la machine que je vais vous montrer. Donc ici, je vais vous faire voir quelques extraits de films. Donc ici, il y a le ruban. En fait, là, il y a deux rubans, mais concentrons-nous sur un seul ruban. Donc voilà mon ruban qui est là. Et il y a des briques Lego qui sont en jaune. Donc soit il n'y a pas de briques Lego, donc c'est un blanc. Soit la brique Lego, elle est, disons, vers moi, donc on dira que c'est un 0, donc elle est comme ceci. Soit elle est poussée au fond de la case, et on pourra dire que c'est un 1. Donc ce ruban, c'est le même genre de ruban qu'avant. Soit il y a des blancs, soit il y a des 0, soit il y a des 1. La tête de lecture est matérialisée ici. Alors comment elle fonctionne? Eh bien simplement, vous voyez qu'il y a deux barres verticales qui descendent. Et puis, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a rien qui gêne la barre verticale, elle va pouvoir descendre jusque sur le ruban. Si au contraire, il y a un cube jaune, eh bien, elle va être bloquée plus tôt. Et donc, selon laquelle barre peut descendre jusqu'en bas, on va pouvoir détecter si le cube jaune il est à droite ou à gauche, ou s'il n'y en a pas du tout. D'accord ? Donc, grâce à ce système de lecture, vous pouvez détecter la présence d'un cube ou l'absence d'un cube, et s'il y a présence, s'il est à gauche ou à droite. Donc vous pouvez lire un blanc, un 0 et un 1. Voilà ce petit extrait de film. Donc je ne sais pas si on voit très bien le fonctionnement. Donc là, il y a le premier fonctionnement. Et puis il y a aussi le système d'écriture qui est sur le côté, là, voilà, qui vient de bouger là. Et donc le système d'écriture, simplement, il fonctionne en venant pousser un cube, d'accord, dans un sens ou dans un autre. Donc vous voyez une vue un petit peu là-bas d'ensemble. Donc je vous avance légèrement. Alors maintenant il faut que je discute le deuxième grand morceau de la machine de Turing. Donc si vous voulez, il y a trois grands morceaux. Il y a le premier grand morceau qui est le ruban avec ses têtes de lecture et écriture et le mécanisme pour déplacer le ruban. Ensuite, le deuxième grand morceau, c'est la table de transition. Donc ici, elle est illustrée en photo. Donc ça marche comme ça. En fait, ici, c'est une machine qui a deux états. Donc les deux états sont enregistrés sur les deux vérins qui sont ici, A et B. Ensuite, une fois que vous avez décidé dans quel état vous êtes, vous descendez, comme ça, là. Et vous descendez, si vous descendez ici, c'est que vous avez lu un blanc. Si vous descendez ici, c'est que vous avez lu un 0. Si vous descendez là, c'est que vous avez lu un 1. Et puis pareil, si vous êtes parti de l'état B, si vous descendez là, vous avez lu un blanc, là un 0, là un 1. Donc c'est exactement ce qui est matérialisé sur l'arbre. D'abord, vous choisissez votre état et ensuite vous descendez. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné l'une des barres de transition, donc par exemple, imaginons qu'on ait sélectionné la dernière barre de transition, donc c'est-à-dire vous êtes dans l'état B puis vous avez lu un 1, eh bien selon ici, il y a des petits leviers qui sont positionnés là. Et ces petits leviers vont nous dire, le premier va nous indiquer le prochain caractère qu'il faut écrire, le deuxième va nous indiquer l'état, d'accord, et l'information est transmise au vérin qui est en face. Le troisième va nous dire si le ruban, il faut le déplacer sur la gauche ou sur la droite. Et le quatrième va nous dire s'il faut arrêter la machine. D'accord ? Il y en a un qui ne sert à rien pour l'instant, mais qui est dans l'espoir de pouvoir passer à 4 états. Voilà la table de transition. Et maintenant, le dernier ingrédient de la machine, c'est le moteur. Il faut faire tourner tout ça.
D'accord? Et alors, comment on fait tourner ça? En fait, on fabrique des moteurs avec des pistons et des vérins. Donc, voici un petit moteur là que j'ai pris sur Internet sur ce petit film-là. Vous voyez ici un moteur qui fonctionne uniquement avec un vérin. Les moteurs là qu'on utilise, nous, ici, là, ils sont beaucoup plus gros. Là, ils sont illustrés avec des moteurs à 3 vérins, mais en fait, maintenant, on a des moteurs carrément à 8 vérins. Donc, ils sont extrêmement puissants, en fait. Ils peuvent tourner très, très, très vite. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une grande vitesse, mais on a besoin d'une puissance, certaine puissance. Pourquoi? Parce que quand le moteur tourne, en fait, il va entraîner ici tout un système qui est représenté sur l'image de droite ici, qu'on appelle une boîte à musique, et qui fonctionne sur le même principe que les boîtes à musique de l'ancien temps. C'est-à-dire que, en fait, ici, vous avez ce cylindre qui va tourner. Vous avez le même ici. En fait, il y a 2 cylindres. Ils vont se mettre en rotation. Et en tournant, ils ont des petits picots qui eux-mêmes entraînent des interrupteurs. Et c'est ça qui va faire tout le séquençage de la machine et qui va dire, par exemple, étape, OK, maintenant tu lis. Maintenant que tu as lu, tu transmets l'information. Maintenant que tu transmets l'information, tu récupères l'information donnée par la table de transition. Maintenant que tu as récupéré l'information à la table de transition, tu exécutes ce qu'elle te dit. En particulier, tu fais le déplacement qu'elle te dit, etc. Voilà, donc je termine avec une image, une vue globale de l'ensemble. Donc en bas, le système de lecture, écriture, déplacement du chariot avec le ruban. Tout en haut, à gauche, la boîte à musique avec les moteurs qui sont devant et qui font tout tourner. Et au milieu, ici, en fait, il y a 2 tables de transition, elles sont indépendantes. Il y en a une ici qui fonctionne, qui est construite avec des engrenages, et ici une qui est construite uniquement avec de l'air pneumatique. Donc c'est 2 systèmes différents. D'accord? Donc je vais m'arrêter là, mais je voudrais vous dire simplement que cette machine, donc elle existe. Donc c'est un projet qui a démarré il y a plus de 10 ans, en 2012, par des étudiants de l'ENS de Lyon. Donc vous pouvez retrouver la page de leur projet. La machine s'appelle Rubens. Vous pouvez retrouver la page de leur projet et la machine elle est visible à la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon. Et puis avec quelques nouveaux étudiants, eh bien, en fait, on essaye d'en construire une nouvelle version, enfin d'améliorer la première version avec un certain nombre d'améliorations dont je peux vous parler. Donc je m'arrête là et remercie aussi Studio Samedi qui m'a aidé à faire les illustrations. Merci beaucoup. Alors on a le temps pour 1 ou 2 questions. Au pif, une machine universelle, ça fera quel volume en Lego? Non, une machine universelle de Turing. Ah, universelle. Alors celle-ci. On a une idée ou pas du tout? J'avais pas d'idée, moi. Donc en fait, 2 têtes, je vais dire des chiffres un peu faux, mais ça donne les ordres de grandeur. Mais il me semble que si on veut le plus petit nombre de caractères et le plus petit nombre d'états, donc à vue de nez, il faut être au moins, disons, si on est à disons 5 caractères, je pense qu'il faut de l'ordre aussi pareil de 7-8 états. D'accord? Donc ici, là, la machine qui est représentée, elle est simplement à 2 états et 2 caractères plus le blanc. Donc c'est beaucoup plus gros quand même. Mais c'est faisable. Ah, tout à fait, c'est faisable. Et en fait, dans la plaque qui est construite là, au départ, elle est dans l'idée d'accueillir une machine universelle. Mais ensuite, les réflexions suivantes font qu'on ne le fera pas, parce que c'est beaucoup plus intéressant de faire juste une machine de Turing qui fait un calcul très simple, genre changer des 0 et des 1, ou encore mieux faire une addition de plus 1, qu'une machine universelle pour laquelle on ne pourra jamais rien coder, parce que rentrer en entrée le programme, ça serait... Mais c'est à notre portée, oui. Est-ce que vous êtes amusé à faire une version informatique et graphique où on la verrait fonctionner peut-être plus rapidement, etc. Donc une version numérique, c'est ce que... Numérique, voilà, oui, alors en fait, avant de commencer à améliorer celle qu'on avait, donc améliorer ça veut dire pas mal démonter des choses pour reconstruire de nouvelles choses, on a numérisé la première version. Parce que Lego, enfin, ou un partenaire de Lego, met à disposition un logiciel qui permet de modéliser toutes les briques de Lego. Donc on a une version numérique de la première version, mais on n'a pas encore construit la version numérique de la deuxième. Par contre, le logiciel de Lego, là, enfin, je crois que c'est pas Lego, mais un autre, par exemple, mais ne simule pas. D'accord, il n'est pas animé. Non. D'accord. Mais par contre, tu as
as tous tes plans et tu peux zoomer, enfin tu peux D'accord. tourner, tout ça, mais Non, mais une version animée, ça serait bien. ça serait fantastique, ouais. Ah ouais. Alors merci pour cette conférence donc, qui posait la question, peut-on construire un ordinateur avec un Lego? Alors derrière cette question, finalement, il y a le rêve de pouvoir construire des choses aussi compliquées qu'un ordinateur à partir de rien. Donc ça fait d'ailleurs un parallèle avec la conférence de M. Delahaye. Alors, parce que le Lego, c'est la brique de base à partir de laquelle les enfants construisent finalement leur monde. Construisent des petits personnages, des maisons, des ponts, etc. Donc, est-ce que les enfants peuvent faire des calculs de cette manière-là? C'est un petit peu ça cette idée, je crois, qui est en filigrane là-dedans. Et ben, la réponse, c'est oui. Vous l'avez fait magistralement, je pense, à l'ENS de Lyon, parce qu'il y a une machine de Turing en Lego qui fonctionne. Voilà, donc vous nous avez parlé de la machine denticitaire qui était retrouvée sous l'eau. Donc là, c'était dans la même idée, faire des calculs avec des engrenages. Donc c'est aussi avoir une approche très concrète et matérielle des calculs qui maintenant, comme on fait ça avec l'ordinateur, finalement c'est pas bien ce qui se passe dans un ordinateur, c'est des boîtes noires et donc faire des machines qui sont capables de calculer avec des éléments aussi simples que les engrenages ou que le Lego, ça permet de rendre concret les calculs. Voilà, donc sachez que les enfants peuvent construire des machines à calculer avec des Lego et calculer avec.